Donc, on va pouvoir commencer tranquillement ce nouveau webinaire. Donc, je vais pouvoir vous présenter, moi, en ce qui me concerne, les étapes pour créer un cahier des charges pour son site Internet. Parce qu'on va voir qu'en fait, lorsqu'on a un projet de site Internet, il ne faut pas juste se lancer comme ça. C'est important de prendre le temps de faire certaines choses. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu Monsieur Lucien. Donc, moi, je m'appelle Thomas Rochard. Je suis associé avec Julien, qui est le fondateur de Monsieur Lucien, que vous avez pu voir sur les deux premiers webinaires. Monsieur Lucien, c'est une agence web digitale basée à Nantes. Aujourd'hui, nous sommes 5 et on accompagne les TPE et les PME dans le développement de leur visibilité sur Internet. Donc, ça passe par trois grands pôles, tant un côté très opérationnel qui est de la création de sites Internet, de la gestion des réseaux sociaux, de la création de contenu, tout ce genre de choses. On fait aussi de l'accompagnement web marketing, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu tous les canaux digitaux pour développer cette visibilité, mettre en place une stratégie digitale, un planning éditorial, tout ce genre de choses. Et aussi, évidemment, on est organisme de formation Datadocké, donc on vient faire aussi pas mal de formations dans le milieu du digital. Avant de me lancer dans le sujet, je vais faire un peu comme mon comparse Julien. On va faire un petit tour d'horizon. Alors, pour ceux qui ont vu les autres réseaux sociaux, c'est des chiffres que vraisemblablement vous avez déjà entendu parler. Mais voilà, on va faire un petit état des lieux de ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Donc, il faut savoir que en moyenne, quelque chose que vous savez déjà, on passe de plus en plus de temps sur Internet et de plus en plus depuis notamment cette année magnifique où on est confiné chez soi, où forcément on passe pas mal de temps là-dessus. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 5h08 de temps quotidien sur Internet et on en passe, on va dire, un peu moins de la moitié sur les réseaux sociaux. Et derrière, on est inscrit en moyenne sur 4,5 réseaux sociaux, pas forcément actifs, mais au moins inscrits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise principalement Internet pour rechercher de l'information, sur tout et n'importe quoi, sur des personnes, mais aussi sur une entreprise. C'est pour ça que c'est important d'être présent. Et l'une des meilleurs moyens d'être présent, on verra, c'est quand même le site Internet. Il faut savoir que donc, comme je vous le disais, que 60% des internautes sont inscrits sur un réseau social avec euh, Facebook qui reste encore et toujours le premier, malgré que certains considèrent que c'est un réseau social de vieux. Google reste le premier moteur de recherche utilisé dans le monde avec près de 91,89% de part de marché, donc ça fait quand même un certain poids. D'accord. Et il y a près de 58,03 millions d'internautes en France, qui fait à peu près 89% de la population active. Un petit jeu aussi pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur Internet. Alors, c'est les chiffres de 2009. Je serai très curieux de connaître ceux de 2020 à la fin, parce que je pense que ça va être plus important. Mais il faut savoir que voilà, en une minute sur Internet, il y a près de 41,66 millions de messages WhatsApp et Messenger qui sont échangés, près de 203,47 millions de mails qui sont envoyés chaque minute dans le monde, et il y a près de 4,16 millions de recherches qui sont faites chaque minute dans le monde. Donc, ça reste quand même pas mal. Il y a 147 000 photos qui sont publiées sur Facebook. Un chiffre important, près de 1 million de dollars est dépensé chaque minute sur Internet dans le monde. Et je pense que cette année, ça aide encore plus. Et une preuve que la fin de l'humanité et des relations sociales telles qu'on les connaît aujourd'hui est en voie d'extinction, c'est qu'il y a près de 1,4 million de swipes sur Tinder, qui est un réseau social de rencontres. Donc voilà, pas dans la mouise. Aujourd'hui, pourquoi c'est important d'être présent sur Internet? Évidemment, comme je vous le disais, la première chose que l'on fait lorsque l'on va sur Internet, c'est notamment pour rechercher de l'information et en trouver. Alors, on fait attention à tout ce qui est fake news, on en a pas mal entendu parler ces derniers temps, mais ça reste quand même la première chose que l'on réalise. Quel que soit ce que l'on va chercher, on va demander à Monsieur Google ou autre moteur de recherche, mais c'est quand même, vous avez vu, Google est quand même assez important. Évidemment, il y a une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse. La génération Y, c'est la mienne. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'utiliser ces outils-là et c'est quelque chose qui est devenu vraiment omniprésent dans nos vies. Et je ne parle pas de la génération Z. La génération Z, c'est cette nouvelle génération qui
elle, n'a pas vu l'apparition de ces nouvelles technologies, mais qui est née avec et qui est fortement consommatrice. La preuve en est aujourd'hui, il faut savoir que l'âge moyen de l'acquisition du premier smartphone est aux alentours de 10 ans et demi, 11 ans, donc ça fait quand même très très tôt. À côté de ça, il y a quand même une prise de conscience de simplifier le web pour le rendre vraiment plus accessible. Avant, le web, c'était un truc un peu de geek, hein, c'était un peu complexe. Aujourd'hui, quelles que soient les plateformes sur lesquelles vous allez naviguer, le but, c'est quand même qu'on mette en avant ce qu'on appelle une expérience utilisateur, une ergonomie, que ce soit le plus accessible possible. On y reviendra, c'est pour ça que lorsque vous vous lancez dans un site Internet, c'est aussi important de rendre l'ergonomie de votre site le plus efficace possible. À côté de ça, et c'est là où c'est une importance capitale d'être présent sur Internet, notamment lorsque vous êtes une entreprise, c'est donner une image professionnelle, tout ce que l'on va appeler l'e-réputation. L'e-réputation, c'est concrètement ce qui se dit de vous ou de votre organisation sur Internet. Donc, lorsque l'on va taper des mots-clés sur Google, qu'est-ce qu'on va trouver? D'accord? Donc, c'est très important lorsque l'on se lance sur le digital et sur le web de bien maîtriser ça et de bien mettre en place ce qu'il faut pour que l'image professionnelle soit mise en avant et que vos valeurs soient mises en avant. Évidemment, chose extraordinaire avec Internet, c'est que ça permet de développer et d'entretenir une clientèle, une communauté. Aujourd'hui, on peut interagir directement avec sa clientèle, on peut être plus proche des attentes aussi de sa clientèle. Il n'y a qu'à voir, hein. Aujourd'hui, on peut échanger directement avec des marques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger directement avec des marques comme Decathlon, vous allez pouvoir potentiellement dire des mots doux à la SNCF, tout ce genre de choses. Voilà, on va vraiment échanger avec des personnes morales. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que Internet permet d'être en veille sur l'actualité et les tendances, c'est-à-dire d'aller rechercher de l'information, mais aussi de faire remonter de l'information pour être toujours au top en termes de culture web. Par rapport à ça, je vous le disais, aujourd'hui, on va avoir trois grands moyens d'être présent sur Internet. Il y a plein de moyens différents, hein, mais évidemment, les plus importants, c'est ces trois-là. D'abord, il y a tout ce qui est site Internet. Le site Internet, pour une entreprise, c'est la base de l'identité numérique. D'accord? C'est que là, tout se passe. OK. À côté de ça, vous avez aussi les réseaux sociaux qui permettent de créer et fédérer une communauté autour d'intérêts communs, bien sûr. Certains de nos clients viennent nous voir en disant, moi, je veux me lancer sur les réseaux sociaux. Ok, pas de problème. La première chose que l'on fait, nous d'abord, c'est de regarder le site Internet en tant que tel. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont un moyen évidemment d'acquisition, de conversion potentielle, mais aussi de ramener du trafic vers votre site Internet. Et si, lorsque vous allez ramener du trafic vers votre site Internet et que ce site Internet n'est pas franchement fun ou, alors fun, pardon, pas forcément ergonomique, d'accord, ou mise à jour, ce genre de choses, vous allez forcément avoir un peu plus de problèmes à convertir. Il n'y a qu'à voir, hein, si vous allez chercher le site internet d'une entreprise et que vous tombez sur un espèce de vieux truc un peu pourritos qui n'a pas été mis à jour depuis 2008, forcément, ça ne donne pas vraiment confiance dans l'envie de travailler avec cette entreprise. Et à côté de ça, vous avez tout aussi ce qui est le pôle du référencement. Donc le référencement, on va avoir deux types de référencement, le SEO, donc le référencement naturel, et le SEA, le référencement payant. Référencement, c'est concrètement la position que vous allez avoir sur Google lorsqu'on va taper tel ou tel mot-clé. Et forcément, donc, en fonction des secteurs d'activité, c'est plus ou moins facile de se positionner par rapport à la concurrence. Toujours est-il qu'un chiffre assez important quand même, il faut savoir que 75% des internautes ne font jamais défiler la première page dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi tout un travail à faire sur le référencement, les mots-clés. Mais nous, aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur le site Internet. D'accord? Donc, comme je vous le disais, le site Internet, hein, je vais revenir rapidement, mais c'est vraiment la base de l'identité numérique. Lorsque vous vous lancez sur le web, c'est très important de penser d'abord à votre site Internet. Donc, ça permet de gagner en visibilité. Le bouche à oreille est devenu virtuel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un site Internet, ça peut être un outil pour plein de choses. D'accord? Ça peut être un outil de communication, bien sûr, mais aussi de prospection, de vente, d'échange de données, de travail collaboratif, de transmission d'informations. Bref, on peut utiliser un site Internet, entre guillemets, pour tout et n'importe quoi. Et en fonction du site Internet dont on va avoir besoin, on va pouvoir différencier différents types de sites Internet. Alors, voilà, je vais vous montrer un peu les grands types. Vous avez le premier qui est le site dit privé, où là, c'est accessible uniquement par un identifiant et un mot de passe.
donc, c'est généralement pour effectuer des tâches, c'est ce qu'on appelle les intranets. D'accord. À côté de ça, vous avez le site qui est le plus répandu, le type de site qui est le plus répandu aujourd'hui sur la toile. C'est le côté site vitrine, donc c'est la vitrine numérique de votre entreprise qui permet de présenter l'entreprise, ses valeurs, ses prestations, sa zone de chalandise. Bref, aide vraiment à montrer la présence de votre entreprise sur le web. Ça a une double vocation, évidemment, de pouvoir gérer sa réputation en délivrant les valeurs à travers le discours maîtrisé que vous allez mettre sur votre site Internet, mais aussi, évidemment, on l'a vu, lui accorder une visibilité à votre entreprise directement sur les moteurs de recherche via le référencement. À côté de ça, vous avez, alors je vais passer très rapidement aussi, vous avez des sites qui sont dits un peu éphémères sur des événements, d'accord, de sortes de flyers électroniques interactifs pour dès que vous avez l'organisation d'un événement qui est potentiellement pas remis chaque année, par exemple le championnat du monde de handball qui se passe sur différents pays, vous allez pas, on ne va pas réutiliser le même site, donc ça va être vraiment quelque chose d'éphémère. À côté de ça, vous avez un type de site qui se développe de plus en plus, notamment à cause de tout ce qui se passe, c'est les sites e-commerce. Donc les sites e-commerce, ça va être une boutique en ligne, d'accord. Ça va permettre de référencer les produits, permettre de réaliser aussi des achats directement sur Internet. Par rapport à ça, il faut distinguer bien deux choses. Vous pouvez avoir un site e-commerce, c'est-à-dire où vous allez avoir de la vente directe sur Internet, mais aussi des sites catalogues où vous allez pouvoir présenter vos différents produits, mais vous ne permettrez pas l'acte d'achat sur votre site Internet. D'accord. Ce sera via formulaire de contact et ensuite via relation commerciale clientèle directe. Pour vous donner un petit ordre d'idée aussi, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie du commerce électronique devrait normalement engendrer près de 861 milliards de dollars en 2020. Et le chiffre d'affaires du e-commerce est estimé pour 2020 à près de 115 milliards d'euros en France. Donc, c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un blog. Donc ça, c'est un espace de publication qui va permettre de partager des articles, partager une vraie valeur ajoutée par rapport à certaines thématiques que vous identifiez, amener des conseils, etc. Pouvoir permettre la parole, les commentaires avec votre communauté. Donc voilà, c'est un petit peu ça, tous les différents types de sites Internet, d'accord. Évidemment, on peut avoir un site Internet qui va regrouper tout ça. On peut très bien avoir un site vitrine avec une partie e-commerce et en plus un blog et avec la possibilité d'avoir un espace dédié pour comment dire, les personnes qui vont aller sur votre site Internet, pour vos internautes. Donc, on peut faire un petit peu tout ça. D'accord. Je sais, je parle très très vite, c'est que j'ai pas mal de choses à vous donner. Ça va être assez dense, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les paraître sur le chat qui est juste là. Donc, avant de se lancer sur un site internet, on va passer par quand même la base. La base, c'est d'abord de trouver un nom de domaine. Donc, vous ne pouvez pas créer de site internet sans nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'URL, d'accord. Ça va être l'identité de votre site internet. Par rapport à ça, c'est très important lorsque vous allez vous lancer dans la création de site internet de bien choisir ce nom de domaine. D'accord. Un nom de domaine, ça doit être lisible et prononçable, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un truc hyper grand, il faut que ce soit facilement tapable. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que les noms de domaine n'ont pas une énorme influence sur les référencements naturels. Il fut un temps, oui, aujourd'hui, non. Donc le but, c'est juste de choisir un nom de domaine qui est le plus facilement retenable possible. D'accord. Évidemment, faites attention aux existants. Alors ça, c'est toujours un petit peu la guerre par rapport à ceux qui ont déjà pris des noms de domaine ou autres, à ce qui existe déjà. Voilà, faites bien attention à regarder un petit peu ce qui existe sur Internet par rapport à tout ça. Et surtout, lorsque vous allez prendre vos noms de domaine, n'hésitez pas à prendre toutes les déclinaisons derrière. Il faut savoir qu'un nom de domaine, en moyenne, c'est entre 7 et 10 euros à l'année. D'accord. Donc, nous, on vous conseille de ne pas prendre qu'un seul nom de domaine, mais de prendre par exemple le .fr, le .com ou le .org si vous êtes une organisation, mais au moins .fr, .com à chaque fois, et puis une déclinaison un petit peu plus étoffée. Pour vous donner un exemple très concret, nous aujourd'hui, notre nom de domaine, c'est monsieur-lucien.fr, mais on a aussi pris monsieur-lucien.com, monsieur-lucien.fr et monsieur-lucien.com. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on peut faire des redirections de nom de domaine. C'est-à-dire que même si les gens se plantent et mettent monsieurlucien.fr, ils vont directement arriver sur notre bon nom de domaine. D'accord. Une fois qu'on a notre nom de domaine, évidemment, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un hébergement et une base de données
pour vous la faire très simple, l'hébergement, ça va être le disque dur que vous allez prendre pour pouvoir mettre tous les fichiers de votre site Internet. Évidemment, plus vous allez avoir un gros besoin en site Internet, d'accord, beaucoup de données, si vous prenez un e-commerce avec beaucoup de produits, forcément, vous allez avoir besoin d'un hébergement un peu plus gros. Donc, c'est vraiment ça. En fonction de vos besoins, vous allez prendre tel ou tel hébergement. Et je vais y revenir un petit peu, ça dépendra des différentes fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc, une fois que vous avez bien pris vos noms de domaine et que vous savez qu'ensuite vous aurez l'hébergement à prendre, eh ben, on ne va pas tout de suite non plus se lancer dans la création du site Internet. Ce qui est important, c'est de passer par le cadrage de la réalisation et la production de ce site Internet. Et quoi de mieux que de mettre en place un petit cahier des charges? Alors oui, un cahier des charges, c'est un exercice qui est assez contraignant, on va dire, parce que c'est un document à y rédiger, c'est un peu de blabla, donc voilà, ceux qui n'aiment pas trop écrire, ça va aller rapidement, on va dire, les saouler, mais c'est indispensable pour cadrer au mieux votre besoin et pour que la réalisation de votre site Internet suive bien son cours. Donc, concrètement, lorsqu'on va se lancer sur site Internet, on va établir un cahier des charges. Donc, ce cahier des charges, c'est le document qui va regrouper toutes les informations vraiment structurantes pour la réalisation de votre site Internet. Et c'est pour ça que c'est nécessaire que ce soit le plus précis et complet possible. Plus vous allez faire en sorte que ce cahier des charges va être au plus proche de ce que vous avez besoin et au plus précis, plus si vous faites appel à un prestataire, il saura ce qu'il va faire, donc ce sera plus facile. Et même vous, si vous faites appel à des personnes en interne, il y aura le chemin qui est bien tracé, on ne peut pas trop se planter, d'accord, mais au moins c'est bien cadré. Donc ça a une vraie nécessité d'être le plus précis et le plus complet possible. Pour répondre à la question qui rédige un cahier des charges d'un site Internet, concrètement, c'est le principal porteur du projet, d'accord, c'est celui qui va s'en occuper. Si vous êtes entrepreneur, c'est vous, ou c'est la personne qui va être vraiment en charge du projet web, d'accord. Si vous êtes dans une entreprise un peu plus conséquente, c'est très important de se rapprocher de tous les services concernés, juste pour ne pas oublier potentiellement certaines fonctionnalités ou certains besoins par rapport à la visibilité que vous allez mettre en place sur votre site Internet. Voilà, vous avez évidemment la possibilité de sous-traiter la rédaction du cahier des charges, mais c'est toujours mieux lorsque c'est vous qui le faites. D'accord ? Évidemment, pour pouvoir que ce soit le plus cadré possible, moi, je vais vous présenter les différentes étapes de présentation d'un cahier des charges et ce que doit contenir un cahier des charges. Donc, on va voir qu'il y a 4 grandes thématiques qu'on va avoir besoin sur le cahier des charges. La première, c'est évidemment la présentation d'ensemble du projet. Tout d'abord, évidemment, lorsque vous allez vous lancer dans le cahier des charges, c'est important de mettre à plat qu'est-ce que c'est que votre entreprise. Quels sont les produits que vous proposez, quels sont les services que vous proposez, qu'est-ce qu'il y a en termes de concurrence, de marché, qu'est-ce qui se fait, est-ce que vous êtes les seuls, est-ce qu'il y a des concurrents directs, indirects, etc. Aussi, quel est le rôle du projet web dans la stratégie de votre entreprise. Si, par exemple, vous vous lancez dans la réalisation d'un site Internet e-commerce et que vous vous dites, moi, aujourd'hui, je veux que 90% de mes ventes ou 100% de mes ventes se fassent via Internet, parce que je ne fais que du e-commerce, c'est important de le dire, parce qu'au moins, on met en place ce qu'il faut derrière. Okay. Évidemment aussi, si c'est la création d'un site Internet ou si c'est une refonte, s'il y a un existant. Pourquoi ? Parce que en fonction de la personne qui va refaire votre site Internet, il va avoir besoin de savoir si la base est bonne ou non. On voit trop de fois des clients qui viennent nous voir en disant « moi, je veux faire ça, 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 ça ». Et en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que leur site, il n'a pas été mis à jour, par exemple, depuis 2008. Dès qu'on touche un truc, le site saute. Donc, il faut vraiment anticiper ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises et pas perdre de visibilité par rapport à ça. D'accord ? Une fois que vous avez fait toute cette présentation de l'entreprise, comme dans tout projet, on va évidemment déterminer clairement les objectifs de votre site. À quoi il va servir votre site Internet ? Donc, ça va être directement en lien avec le rôle de votre projet web dans la stratégie commerciale de votre entreprise. Mais concrètement, à quoi va servir votre site Internet ? Est-ce que ça va servir à faire la promotion de votre entreprise ? Est-ce que ça va permettre de vendre des produits, acquérir de nouveaux clients directement grâce à ce site Internet, à faciliter votre travail, potentiellement à recruter du personnel, à diffuser de l'information en général? Est-ce que vous allez faire sur ce site Internet des concours, des promotions? Est-ce que vous allez diffuser des nouvelles par texte, par vidéo? Voilà, c'est très important de déterminer bien les objectifs pour que
une fois que ça s'est fait, on puisse déterminer concrètement quel type de site Internet vous allez avoir besoin. Est-ce que ça va être un e-commerce? Est-ce que ça va être un site vitrine? Est-ce que ça va être un média en ligne? Voilà, c'est très, très important. Comme ça, on peut être au plus proche. D'accord? Une fois que vous avez déterminé ces choses-là, ben, évidemment, on va parler un petit peu de à qui va s'adresser ce site Internet. Est-ce que vous allez vous adresser à du grand public ou est-ce que vous allez vous adresser à des entreprises? Pourquoi? Parce que en fonction de la cible, l'ergonomie du site, forcément, la façon de présenter ne va pas être la même. Lorsqu'on va être sur du grand public, on va essayer de partager un univers. Donc graphiquement, on va être obligé de penser un petit peu à tout ça. D'accord. Si vous êtes sur des entreprises, en fonction du secteur d'activité, en plus, il y a, je ne sais pas s'il y a des normes à respecter, entre guillemets. Est-ce que vous avez une volonté aussi d'être disruptif, c'est-à-dire de changer un peu la norme? Toutes ces choses-là, est-ce que vous faites du B2B et du B2C en même temps? Plus on va être au plus proche des cibles, plus la structure du site Internet que vous allez mettre en place permettra après une ergonomie, une expérience utilisateur au plus proche de l'attente de vos internautes. D'accord? Par rapport à ça, il y a une autre étape aussi qui est, on va dire, l'étape, je pense, la plus complexe en ce qui me concerne, notamment lorsqu'on fait de la création de sites Internet, qui sont les objectifs qu'on appelle quantitatifs. Alors, c'est se poser la question en termes de trafic sur votre site Internet, combien de personnes vous évaluez un petit peu, le volume de vente que vous allez avoir, le volume mensuel de prospects collectés via un formulaire. C'est vraiment la partie la plus compliquée, entre guillemets, lorsqu'on fait de la création de site Internet, parce qu'on ne sait pas sur quoi se baser. Donc, le but, c'est que, en fonction de vos besoins en fonctionnalité, le but, en fait, de la détermination de ces objectifs quantitatifs, c'est de déterminer au mieux vos besoins en termes d'hébergement. Plus vous allez avoir un besoin en trafic, d'accord, plus votre hébergement on va avoir besoin d'un hébergement un peu plus important. Si vous proposez, je ne sais pas, un volume de vente important aussi, il va falloir que le serveur, votre base de données, etc., répondent aux exigences, que ça ne mouline pas, voilà, que ça soit fonctionnel. Donc, de manière générale, surtout lorsque vous vous lancez dans la création de sites Internet, il y a on va dire, des lots d'hébergement qui sont proposés. Si je prends par exemple un OVH, il y a des premiers lots qui sont proposés, des persos ou des pros qui font amplement l'affaire dans un premier temps. Et si ça peut vous rassurer, de toute manière, on peut toujours faire évoluer un hébergement vers le haut, le cas échéant. D'accord ? Et enfin, ce qui est important aussi, c'est d'évaluer ce qu'on appelle le périmètre du projet web. Donc, le périmètre du projet web, c'est si potentiellement vous allez vous adresser à l'international. Est-ce qu'il va y avoir du multilingue? Et surtout, dans quelle langue? Si vous restez sur du anglais, espagnol, français ou allemand, ça va rester sensiblement, ça ne va pas changer, on va dire, l'ergonomie du site. Mais par contre, si potentiellement vous allez vous orienter vers des pays en langue arabe, ça se lit de droite à gauche, donc forcément, il faut que le site s'adapte à ça. Si c'est du chinois ou autre, voilà, il faut penser à tout ça et l'anticiper un maximum. Si vous avez aussi des besoins en accessibilité, l'accessibilité, c'est vraiment, par exemple, pour les personnes malvoyantes, pouvoir agrandir la typo, pouvoir changer pour les personnes daltoniennes les couleurs, pouvoir mettre un mode nuit, c'est-à-dire où on va assombrir directement les couleurs sur le site Internet, mettre en avant tout ça. Évidemment, potentiellement, vous n'allez pas avoir de périmètre, ça va être très très simple, mais c'est important de réfléchir à ça pour pouvoir toujours, le but c'est d'anticiper un maximum ce que peut être votre site Internet. D'accord? Et évidemment, c'est ce que je vous disais, si c'est une refonte, bien décrire l'existant, c'est-à-dire si vous avez déjà une version du site en ligne qui est existante pour qu'on puisse voir un petit peu comment c'est traficoté là-dedans, si ça a bien été fait ou si c'est le bordel, d'accord? Et surtout, ça c'est ce qu'on souligne souvent chez nos clients, faites en sorte de toujours garder vos accès identifiants et mots de passe de connexion pour votre nom de domaine et votre hébergement. Pourquoi? Parce que quel que soit le prestataire auquel vous allez faire appel, si vous n'avez pas ces accès au nom de domaine et à l'hébergement, ça va être compliqué de retravailler sur l'existant. D'accord? Donc, faites en sorte, nous, chez Monsieur Lucien, on a pris le pas de toujours faire en sorte que ce soit nos clients qui les prennent. Donc, on les accompagne là-dedans, mais au moins, ils sont propriétaires de tout ça.
Et ce qui fait que le jour où ils ont besoin de changer ou de faire évoluer, ils n'ont pas ces problématiques-là. On a beaucoup trop de clients qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai pas les accès, comment qu'on fait? On peut pas, donc on cherche, hein, on regarde, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on n'a pas les accès, on ne peut pas faire grand-chose. Évidemment aussi, si par rapport à ça, vous avez des ressources disponibles en interne, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui allez gérer en long, en large et en travers le projet web, ou est-ce que vous avez des personnes dans votre entreprise qui vont être en charge de la création de contenu, par exemple, de réaliser les photos, les images? Est-ce que c'est des personnes qui vont faire eux-mêmes le design? Bref, toutes ces choses-là, c'est important de le dire. Et aussi dans les ressources disponibles, c'est tous les supports de communication que vous pouvez avoir déjà réalisés. Que ce soit des flyers ou autres, des documents qui présentent votre entreprise, les produits, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, pour la première étape, voilà, pour résumer un petit peu ce qu'il va vous falloir rédiger. Donc, c'est vraiment présentation de l'entreprise, les objectifs du site, les cibles, objectifs quantitatifs, périmètre du projet et description de l'existant. Par rapport à ça, c'est toujours intéressant de réfléchir à ce que votre site peut être à long terme. Donc, voir grand, ne pas faut pas hésiter à aller voir grand en disant bah, moi, voilà, je veux qu'à la fin, mon site, ce soit ça. Voilà, ça peut être top avec toutes les fonctionnalités que je veux, tous ces objectifs-là, etc. etc. Pourquoi? Parce que après, on va le voir dans les différentes étapes, on peut réfléchir par développement par lot. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de faire tout de suite. Une fois qu'on a fait toute cette présentation-là de l'entreprise, évidemment, on va penser un petit peu à la partie graphique et ergonomique de votre site Internet. Donc ça, c'est par exemple si vous avez des envies, vous avez déjà une idée de ce que votre site doit être en termes de présentation, de graphisme ou autre. Donc, évidemment, la première des choses, c'est de déterminer s'il y a la présence ou non d'une charte graphique. En toute honnêteté, réaliser un site Internet sans charte graphique, c'est mission impossible. D'accord? Donc, on a toujours besoin d'avoir un minimum de charte graphique. La charte graphique, c'est le logo, les couleurs, potentiellement des typos, d'accord? Mais au moins un logo pour qu'on puisse voilà, pour que le prestataire ou même vous, vous puissiez vous dire, OK, c'est à peu près ça l'environnement graphique dans lequel je veux aller. Ce qui est intéressant aussi, et que nous, on demande souvent à nos clients de faire, c'est de ne pas hésiter à regarder ce qui se fait aux alentours et de voir des sites que vous trouvez plutôt cool en termes de design, qui ont peut-être rien à voir hein, avec votre secteur d'activité, mais vous vous dites, ouais, moi j'aime bien comment c'est, tiens, j'aime bien cette présentation-là, j'aime bien l'environnement graphique, ce qui fait que plus vous allez donner des billes, on va dire, potentiellement à votre prestataire, plus il va être au plus proche de ce que vous attendez. Donc, nous, on demande souvent 2, 3 exemples de sites que les personnes aiment bien, et ce qui fait qu'après, on peut jouer un petit peu avec tout ça, tout en adaptant à la charte graphique pour pas que ce soit du copier-coller, mais que ce soit votre univers, comme diraient d'autres. D'accord? Par rapport à ça, ensuite, pour ceux qui déjà ont déjà une idée bien avancée, c'est si vous avez réfléchi déjà à des maquettes, c'est-à-dire à la structure des pages de votre site Internet. Si vous dites, ben, moi, je suis plus dans quelque chose de photo, de réaliste, est-ce qu'on est plus sur du flat design avec du dessin? Voilà, il y a toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des effets que vous aimez bien? Donc, tout ce côté description de design est vraiment appuyé par les exemples de sites que vous pouvez trouver et qui seront très pertinents par rapport à ça. Évidemment, vous n'avez aucune obligation hein, de réaliser des maquettes lorsque vous devez faire un site Internet, entre guillemets, si vous faites appel à un prestataire. Normalement, c'est la liberté que vous donnez vis-à-vis de ce prestataire. Nous, dans notre cas, la plupart du temps, c'est nous qui réalisons les maquettes à partir du brief qui nous a été transmis et notamment à partir du cahier des charges qui nous est donné. Bien évidemment, lorsque l'on va réfléchir à tout ce qui est design et maquette, il faut bien réfléchir à la cohérence technique, ergonomique. Est-ce qu'on est sur du design actuel ou est-ce que les exemples de sites que vous proposez sont un peu vieillissants et qu'on peut faire un petit peu mieux? Voilà, il y a un petit peu tout ça à bien prendre en compte lorsque vous réfléchissez au design de votre site. D'accord? Ce qui est toujours aussi important par rapport à ça, c'est imaginer qu'il faut faire un site qui est adapté à vos cibles, aux personnes euh, qui vont aller naviguer sur votre site, plutôt qu'à vous. Ça nous arrive qu'on ait des clients qui veulent un site tel que eux ils le veulent, alors que ce n'est pas forcément adapté aux règles du web ou autres. Donc,
il faut toujours être capable de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et être capable de dire, voilà, c'est sûr que moi, j'aime un peu moins le site tel qu'il est là parce que ça ne me correspond pas. Mais si ça correspond à 95% de votre clientèle qui vont venir et qui ensuite vont venir convertir directement sur votre site Internet, voilà, il y a un petit peu de dialogue à avoir avec soi-même. Une fois qu'on a pensé ces 2 premières étapes, là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, le côté un petit peu plus technique, d'accord, sur toutes les fonctionnalités et les technicités que vous avez besoin sur votre site Internet. Donc, la première structure dont on va avoir besoin, c'est l'arborescence de votre site Internet. L'arborescence, c'est vraiment la structure de votre site, quelles pages vont être utilisées, etc., etc. Ça permet d'avoir une vision globale du site Internet et surtout du parcours de navigation. Pour ça, pour pouvoir déterminer votre arborescence, on va se poser clairement des questions comme quelles sont les grandes sections de votre site Internet, quelles sont les pages principales, comment on va organiser les rubriques et les sous-rubriques, etc. Une arborescence, c'est un passage obligé. Plus vous allez soigner votre arborescence, plus l'expérience et la navigabilité sur votre site Internet va être fluide. Donc, ça va permettre de mieux convertir vos visiteurs. D'accord? Donc, on réfléchit vraiment à tout ça. Ne vous inquiétez pas, une arborescence, c'est fait pour évoluer dans le temps. C'est jamais gravé dans la roche, dans le marbre. Bref, c'est évolutif. Donc, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de votre projet, vous pouvez aussi faire évoluer l'arborescence du site Internet. Si vous vous rendez compte qu'il y a une page qui, normalement, était un peu trop bas dans l'arborescence et qui est une page qui ressort beaucoup sur les moteurs de recherche ou qui est beaucoup demandée, eh ben, ça peut être intéressant de la remettre à une strate un petit peu plus supérieure. D'accord? Évidemment, plus votre arborescence, c'est ce que je vous disais juste avant, va être optimisée, plus ça va améliorer le temps et l'expérience utilisateur. Il faut imaginer que en moins de 3 clics, les personnes qui vont arriver sur votre site Internet vont trouver l'information qu'ils recherchent et potentiellement arriver jusqu'à un formulaire de contact. D'accord? La prise de contact et autres. Donc, ça nécessite, pareil, d'anticiper le parcours, de se mettre à la place de vos cibles, de vos clients et autres, pour que ce soit le plus pertinent possible. Idem, vous avez vu, je vous ai parlé des 3 grandes manières d'être présent sur Internet. Il y avait aussi tout ce qui est référencement. Et là, pour le coup, l'arborescence a une place très importante dans le référencement naturel d'un site Internet. D'accord? Plus, entre guillemets, Google, c'est simple. Google, il a des petits robots qui vont venir analyser votre site Internet et qui va faire remonter les pages les plus importantes pour les mettre en amont sur les recherches Google et voilà, les mettre un peu plus focus. Donc, plus vous allez mettre une page profonde dans votre arborescence, moins les moteurs de recherche vont lui accorder de l'importance. Okay. Pour le coup, si besoin, vous pouvez vous appuyer sur une étude sémantique, c'est-à-dire notamment sur le choix des mots-clés que vous allez utiliser pour pouvoir ensuite les mettre sur les différents critères de votre page. Donc, les 5 étapes pour réaliser votre arborescence, ça va être évidemment, une fois que vous êtes posé toutes ces questions-là et que vous avez bien ça en tête, ça va être de lister tous les contenus de votre site Internet. D'accord? Une fois que vous avez listé tous les contenus, vous allez pouvoir les hiérarchiser. Et donc, pour ce faire, vous pouvez aussi analyser l'arborescence des concurrents. On va s'inspirer, d'accord? On ne va pas copier, mais on va s'inspirer, surtout si ça fonctionne. Et on va organiser et hiérarchiser ces différents contenus pour que ce soit le plus efficace possible. Pour le coup, là, faire une petite maquette, je vais vous montrer un exemple, c'est très intéressant. Et évidemment, une arborescence, c'est itératif, c'est du test et on recommence, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en fonction des statistiques que l'on peut percevoir. Ça se fait dans le temps, d'accord? Il n'y a aucun problème, vous l'avez vu, c'est évolutif. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, on va dire, une arborescence un peu basique, avec donc la première page qui est toujours celle qui est la plus comment dire, référencée normalement sur un site internet qui est la page d'accueil, et ensuite les sous-onglets, et ensuite je vais avoir en dessous mes sous-onglets, mes sous-rubriques et potentiellement mes sous-sous-rubriques. Et évidemment, comme vous voyez, celle qui va être en jaune la plus pâle va être la moins bien référencée sur Google que mes orange ou autres. Donc, c'est important de vraiment penser à ça. Une fois qu'on a bien décrit l'arborescence, donc le squelette, on va dire, de notre site Internet, on va passer évidemment aux fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Si vous allez être sur un site vitrine, bon, les fonctionnalités, ça va être
de l'inscription à de la newsletter, potentiellement, du lien vers les réseaux sociaux, tout ce genre de choses. Mais si vous êtes sur aussi un e-commerce, ça va être toutes les fonctionnalités que vous avez besoin en termes de boutique en ligne. Et là, pareil, c'est très important de préciser au maximum et d'être le plus précis possible sur le parcours d'achat des personnes sur votre site Internet. C'est du moment où ils arrivent sur votre site, au moment où ils cliquent sur le produit, au moment où c'est mis dans un panier, au moment où ils payent, d'accord? Donc, c'est toutes les modalités de paiement, toutes les options qui existent sur des produits, parce que potentiellement, vous n'avez pas qu'un produit unique, il est déclinable en fonction des couleurs, en fonction des tailles, etc. Donc, c'est très, très important de bien préciser et détailler tout ce parcours d'achat jusqu'au paiement et potentiellement après sur la livraison. Est-ce que vous faites appel à un transporteur? Est-ce qu'il y a un suivi colis? Donc forcément, tout ça, c'est des fonctionnalités à réfléchir et à mettre en amont lors de la réalisation du site Internet. D'accord? Sur d'autres choses, vous pouvez avoir des besoins en espace dédié protégé par un mot de passe pour le rendre privé, avec l'accès à certains documents. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un blog? Est-ce que vous allez avoir un moteur de recherche au sein même de votre site Internet? Est-ce que potentiellement vous avez un besoin en développement sur mesure avec une synchronisation avec votre logiciel de caisse, par exemple, avec votre CRM? Toutes ces choses-là, c'est très très important de bien préciser euh, le parcours d'achat pour que derrière, on puisse anticiper un petit peu tout ça et éviter que ce soit trop la galère. Rapidement, mais ça se fait aussi surtout lorsque vous allez collecter tous les contenus que vous allez mettre sur le site Internet, c'est quel type de contenu vous allez diffuser sur votre site. Évidemment, vous allez avoir du texte, bien évidemment, mais est-ce que vous allez avoir des images, des photos? Si vous avez des images et des photos, il faut bien penser à les compresser, d'accord? Il faut savoir que lorsqu'on fait un site Internet, une image, il ne faut pas les mettre, celles que vous avez prises avec votre super appareil photo qui fait 3 mégas, parce que forcément, ça va faire mouliner votre site. Hein. Une fois de plus, un hébergement, c'est un disque dur. Hein. Une fois que votre disque dur il est surchargé, là, il met du temps à présenter les choses. D'accord? Donc, il faut bien compresser. Vous avez plein d'outils qui existent comme I Love IMG, Reduce Image Size, Tiny PNG. Vous allez sur Google, vous tapez compression image et vous allez voir, vous avez un tas de choses qui existent. Et pareil, si vous faites, par exemple, la diffusion de vidéos, c'est toujours important de les héberger sur un YouTube, un Vimeo, pour éviter de surcharger une fois de plus votre hébergement, donc que ça fasse mouliner et que votre site mette du temps à charger, ce qui est l'une des pires choses qu'il puisse y avoir sur un site. D'accord? Si vous proposez aussi des ressources téléchargeables, comme des PDF ou autres, voilà, c'est important de le mettre dans votre cahier des charges. Enfin, potentiellement, vous pouvez avoir des contraintes techniques. Alors ça, c'est généralement lié aussi à un existant. C'est si, par exemple, vous avez un site qui est déjà fait sous WordPress, et ben, on va rester sur le module WordPress et on va voir comment on peut faire notre popote autour de ça. Si vous avez une volonté d'avoir quelque chose de vraiment sur mesure et de faire du développement total, donc ce qu'on appelle from scratch, hein, que en code, ou si vous vous dites, bah non, moi j'aimerais bien faire mon site sous Wix parce que je connais déjà un petit peu, je préfère faire ça, etc. Voilà, ça peut être une volonté que vous avez. Et dans les contraintes techniques, c'est ce que je vous disais en amont aussi, c'est le côté intégration à des systèmes qui sont extérieurs, des systèmes tiers comme de la comptabilité, de la facturation, de l'emailing, des CRM. Toutes ces choses-là, c'est important de le mettre dans le cahier des charges. Donc voilà pour cette troisième partie. Donc une fois de plus, hein, je permets d'insister surtout sur ce qui concerne le e-commerce. Soyez le plus précis possible sur le nombre de produits. Pour chaque produit, combien il y a de types de produits, d'attributs, nombre de couleurs, de tailles, etc., etc. Parce que ça demande toujours un maximum d'anticipation. Plus vous allez être précis sur ce que vous souhaitez faire et potentiellement sur court, moyen, long terme. Hein, je vous disais, hein, lorsqu'on met en place un cahier des charges, c'est bien de voir à long terme, d'accord? Mais de bien... en fait, le but, c'est un maximum d'anticiper pour mettre en place ce qu'il faut en termes de développement de base pour que vous ne soyez pas freiné le jour où vous vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien rajouter une fonctionnalité. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que, par exemple, si vous êtes parti sur un Wix, sur un Wix, on ne peut pas. Ou si vous êtes parti sur un développement très spécifique, voilà, ça va être très compliqué parce qu'il y a des sous-couches de code. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est bien d'anticiper un maximum. Le but, c'est juste d'être cool dès que vous voulez faire évoluer votre site Internet, tout simplement. D'accord? Donc ça va être le gros du PACAS du cahier des charges. Ça, c'est le...
d'accord, le Big Mac, oserais-je dire. Et enfin, il y a la quatrième partie. Là, ça va être plus sur la relation que vous souhaitez avoir vis-à-vis de votre prestataire, donc notamment sur les prestations qui sont attendues par rapport à ce site Internet. Est-ce que vous souhaitez, en fonction des personnes à qui vous vous adressez, que le prestataire s'occupe du développement du site, du design du site, d'intégrer seulement les contenus, ou est-ce que c'est vous qui le faites en interne, de la maintenance et de la mise à jour du site au fur et à mesure. Lorsque vous allez être sur un Wix, bah, la maintenance et la mise à jour va se faire, entre guillemets, automatiquement. Enfin, pas entre guillemets, elle va se faire automatiquement, c'est Wix qui s'en occupe, mais sur un WordPress, il y a une nécessité de retourner assez souvent sur le WordPress pour pouvoir les faire, d'accord? Parce que sinon, bah, ça peut créer des problématiques, d'accord? Est-ce que vous avez des besoins en formation à la gestion du site Internet? Est-ce que vous souhaitez un accompagnement web marketing? Est-ce que vous voulez tout le full package, tout ça? Voilà, c'est important de bien le mettre. Okay. Par rapport à ça aussi, alors ça, c'est si jamais vous faites potentiellement des appels d'offres, alors ça sera pour la suite, pardon, c'est plus sur le planning, excusez-moi. Ensuite, c'est le planning que vous souhaitez avoir. Donc, quand est-ce que vous souhaitez mettre en ligne votre site Internet? Alors là, pareil, attention. Alors, je vais revenir juste après sur votre question, Christine, sur les avantages d'utiliser Wix. Sur le planning, c'est très important, c'est qu'en fonction de vos besoins, des fonctionnalités, etc., et aussi de la masse de travail que ça nécessite, voilà, soyez pas trop gourmand entre la faisabilité et co. C'est-à-dire que si vous nous demandez de faire un site de 50 pages en une semaine, bah, ça va être potentiellement un peu compliqué, ou ça va devenir très, 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 très cher. D'accord? Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça, mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté euh, faisabilité, importance du développement par lot. C'est-à-dire se dire, bah, tiens, là, concrètement, en termes de deadline, ça va être un peu short. Est-ce qu'on ne peut pas faire par étape? Est-ce que comment dire, on ne peut pas faire d'abord cette première chose-là et autres? Je vais revenir notamment sur le budget. Par rapport à votre Christine, par rapport à votre Christine question, par rapport à votre question, Christine, pardon. Wix, c'est très intéressant lorsque vous avez des sites entre guillemets, on va dire simples à réaliser et qui ne va pas avoir d'énormes besoins en évolution et en fonctionnalité. Là-dessus, les deux se valent en fait. Nous, on propose pas mal Wix pour vraiment des sites vitrines, entre guillemets, basiques, qui sont simples, mais entre guillemets, à CMS, on va dire un référencement égal entre un Wix et un WordPress, ça a toujours mieux référencé qu'un Wix. Donc, pour répondre aussi à votre question, Dalia, quel est le meilleur CMS selon vous? Ça dépend tellement de ce dont vous avez besoin, de votre appétence aussi avec l'outil. Nous, on utilise beaucoup WordPress, en toute honnêteté, parce qu'on sait que c'est facilement modulable par la suite. D'accord. Mais on fait aussi des sites sous Wix et ça fonctionne très très bien pour certains de nos clients. Donc, ça dépend vraiment de votre projet, de vos besoins en fonctionnalité. Concrètement, ça dépend de votre cahier des charges, à savoir quel CMS va être le mieux ou autre. D'accord. Par rapport à ça aussi, évidemment, bah, la création d'un site, la création d'un site internet, pardon, c'est un vrai projet, donc c'est important d'avoir une sorte de méthodologie de suivi, c'est-à-dire comment vous souhaitez qu'il y ait des points qui soient faits régulièrement sur l'avancement du site. Est-ce que c'est des réunions, des échanges téléphoniques hebdomadaires? Est-ce que c'est des présentations physiques? Est-ce qu'on peut utiliser des outils de gestion de projet, par exemple comme Trello, pour voir l'avancée un petit peu de où est-ce qu'on en est, des besoins, etc. Le but, c'est que ce soit le plus efficace possible. Et si potentiellement vous souhaitez avoir un accès à une pré-production, alors nous, c'est ce qu'on fait la majeure partie du temps, surtout sur des refontes, c'est qu'on met en place un environnement de pré-production, donc ce qui fait qu'on développe le site jusqu'au moment où il est finalisé et ensuite on le transfère vers le nom de domaine. Dalia me pose une question, y a-t-il une différence entre Divi et Elementor? Alors, oui, il y a une différence. Alors, il faut savoir que Divi et Elementor, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des outils qu'on utilise notamment sur WordPress pour pouvoir créer des sites Internet sans mettre une seule ligne de code. C'est notre credo aussi chez Monsieur Lucien, c'est ces outils-là qu'on utilise. Alors, il faut savoir que Divi, à la base, c'est un thème qui a été développé et qui incorpore à l'intérieur ce qu'on appelle un builder. Donc, c'est ces fameux outils qui vous permettent de facilement construire vos pages de votre site Internet. Donc, c'est
hyper cool. La plupart de nos sites sont faits sur Divi aussi. Sur ce qui est, on va dire, du site vitrine aussi également, parce que les fonctionnalités, c'est vraiment très facile d'utilisation, surtout pour nos clients. Nous, on a tendance à faire en sorte que le site soit vraiment facile dès qu'il faut modifier un petit peu de texte ou autre, voilà, que ce ne soit pas une galère sans nom. Donc Divi est très intéressant pour tout ce côté seulement graphique ou autre. Après, la grande force d'Elementor, c'est que c'est à la base un builder. Donc, tout est fait pour construire des pages avant tout. Et ensuite, vous pouvez y apporter tel ou tel thème. Pour vous donner une idée un peu de comment on utilise les deux, Divi, on va l'utiliser sur du site vitrine principalement. Et Elementor, on va l'utiliser sur du site avec des besoins en fonctionnalités particulières, sur du e-commerce ou autre, parce que les fonctionnalités que propose Elementor sont un peu plus poussées, notamment en termes de customisation. Voilà. Si jamais vous faites des appels d'offres, évidemment, c'est intéressant d'expliquer les modalités de sélection du prestataire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez que le prestataire vous présente en amont de la réalisation, des exemples de sites qui ont été réalisés, par exemple, quelle grille de caractères va être utilisée, quel va être le contact auquel les personnes vont pouvoir se rattacher s'il y a des questions, et une première estimation du budget. Vous remarquerez que le budget intervient vraiment à la fin. Pourquoi? Parce que le but, une fois de plus, et pourquoi c'est intéressant de fixer un budget en amont de vos besoins, c'est surtout pour vous poser cette question importante qui est: est-ce que vous avez besoin de tout de suite? Si vous avez un site pour ça je vous dis que c'est important d'avoir cette vision globale et à moyen long terme de ce que peut donner votre site internet, c'est que concrètement, plus on va avoir cette vision large, plus ensuite votre prestataire normalement va pouvoir vous proposer en disant on va faire par lot, on va faire ça d'abord, et puis on va mettre en place ce qu'il faut pour que le deuxième lot soit hyper facile à mettre en place, et en fonction du budget, on va pouvoir faire avancer le site comme ça. D'accord? Sachant qu'il y a évidemment des frais qui sont annuels, comme le nom de domaine ou l'hébergement, potentiellement la gestion du site ou autre. Si vous avez des achats d'art ou des achats de thèmes avec des licences sur des extensions, voilà, c'est les seuls, on va dire, les seuls. Ouais. Ça va être vos coûts à l'année qui vont être forcément fixés par rapport à votre site internet. D'accord? Donc voilà, pour résumer, concrètement, voilà ce qu'on va avoir besoin dans cette quatrième partie. D'accord? Donc, c'est vraiment les prestations attendues, le planning, la méthode de suivi, les modalités de sélection du prestataire et une première estimation du budget. Donc, voilà les 4 grandes étapes que vous allez avoir sur votre cahier des charges. Donc, la présentation du projet global avec la présentation de l'entreprise, tout ce qui est concurrence, etc., etc. Vous allez avoir tout ce qui est charte graphique, bien évidemment, tout ce qui est design, tout ce qui est lié aux fonctionnalités et aux besoins en fonctionnalité de votre site internet. N'hésitez pas à avoir large, d'accord? Ensuite, on affine, c'est plus facile, notamment pour, une fois de plus, la mise en place de l'environnement facilement modulable. Et ensuite, la quatrième étape, c'est les prestations attendues et le planning que vous avez identifié, notamment en termes de deadline, en disant, voilà, j'aimerais bien que mon site soit en ligne pour tant. D'accord? Je termine cette rapide présentation avec encore quelques chiffres, juste pour vous donner un petit peu la réflexion qu'on peut avoir lorsqu'on crée un site Internet. 86%, c'est le nombre de visiteurs d'un site Internet qui souhaitent voir rapidement des informations sur les produits ou les services vendus. C'est-à-dire que dès la page d'accueil, ça c'est plus dans un cadre de design, pardon, dès la page d'accueil, c'est important de mettre en avant ce que vous faites. C'est important que l'on comprenne rapidement ce que vous faites et qu'on ait accès à différents produits et services que vous proposez. Donc, ne les mettez pas en bas de votre page, mettez-les plutôt en haut. D'accord ? 64% des visiteurs d'un site internet souhaitent aussi trouver facilement les informations de contact. Ça ne sert à rien de les planquer, d'accord? Ce qui est important, normalement, lorsque l'on met en place un site internet, c'est qu'il y ait un échange commercial par la suite et que les gens fassent appel à vous. Donc, faciliter un petit peu cet échange, faciliter cette prise de contact en mettant déjà un S en information de contact et ensuite en les mettant potentiellement soit en haut de votre site internet, dans le header, mais aussi dans le footer ou autre. D'accord?
Évidemment, on n'oublie pas les petits call to action, donc les petits boutons qui permettent de facilement amener vers le formulaire de contact et la page dédiée au contact. D'accord. Chiffre important, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 40% des visiteurs d'un site internet partent s'il prend, il y a pas mal de temps, s'il prend plus de 3 secondes à charger. Ça, c'est très important. C'est pour ça que lorsque vous allez mettre en place des photos ou autres, de bien compresser le site. Il n'y a qu'à voir nos expériences personnelles. Lorsqu'on va sur un site et que ça met 4 plombes à charger, bah, on en a marre, ça nous saoule, on chante. Terminé. Il faut savoir qu'aussi 80% des clients ne s'engagent pas avec du contenu qui s'affiche mal sur l'appareil. Alors là, c'est ce qu'on appelle la responsivité. La responsivité, c'est le fait que votre site soit adapté, que vous le lisiez sur un ordinateur, sur un grand écran, sur une tablette, sur un smartphone. Aujourd'hui, c'est devenu une norme, d'accord? C'est-à-dire que normalement, quel que soit le prestataire auquel vous allez faire appel pour la création de votre site Internet, ils doivent réaliser un site responsive. C'est normalement une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui est facturable normalement, parce que c'est droit, d'accord? C'est dans la norme, ok? Évidemment, 57% aussi des internautes ne recommandent pas une entreprise avec un design de site internet mal conçu. Alors, le côté mal conçu, c'est potentiellement dans le côté ergonomie. C'est le fait de ne pas accéder facilement aux produits, de ne pas facilement accéder aux services, de chercher un petit peu, que ce soit un peu brouillon, fouillis. Donc, il y a vraiment tout un travail à réaliser sur le design. Et c'est là où je vous disais l'importance de se mettre à la place de vos clients et de se mettre à la place de vos cibles, de ce qu'elles attendent, de ce qui se fait aussi aujourd'hui en termes d'Internet. Ouais, voilà, c'est ça. Comme certains sites institutionnels, par exemple, où c'est une galère sans nom, ça, je vais bien vous le croire. Ouais. Donc, on évite de faire comme les sites institutionnels et nous, on fait un petit truc chiadé bien comme il faut et qui va faire en sorte que ce soit NIF au moment où nos visiteurs vont arriver sur notre site internet et que ça convertisse direct, quoi, on ne va pas se le cacher. D'accord, donc voilà un petit peu toutes les choses que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. J'en ai fini avec ma